Au cinéma, comme dans toute forme d'art, il y a deux grandes équipes, on va dire. Il y a le chef-d'œuvre et l'œuvre culte, le film culte en ce qui nous concerne. Le chef-d'œuvre, c'est ce film qui objectivement est bon. Même, on peut ne pas l'aimer et le considérer comme bon parce que la mise en scène est incroyable, parce que le film a apporté quelque chose, parce qu'il a révolutionné. Et il y a les films cultes. Les films cultes, ce n'est pas forcément qu'ils soient objectivement incroyable, c'est qu'ils arrivent à faire quelque chose qui plaît à un grand nombre et qui laisse une marque profonde qui fait que les gens s'en rappellent encore. Le film duquel nous allons parler aujourd'hui, il est dans cette catégorie-là. Alors c'est pas un film culte chez nous, il est pas connu, c'est pas un film américain, mais si je vous en parle, c'est peut-être parce qu'il serait bon de le découvrir. On va parler aujourd'hui de Roaring Fire, qui était à l'époque baptisé en français le Feu de la Vengeance. Oero Tekken, qui veut dire rugis, point d'acier. Tekken, comme dans le jeu vidéo, Tekken, point d'acier, le Iron Fist Tournament. L'histoire de ce film est assez simple. C'est un jeune japonais qui a été éduqué à Okinawa, on le voit pratiquer le karaté okinawayen, et qui ensuite part vivre aux États-Unis comme un cow-boy, et qui apprend un jour que son père n'est pas son père. Voilà, il doit retourner au Japon, retrouver sa famille, et là il va se retrouver lié à toute une histoire de gangsters, de nazis, de... Bref, de plein de choses, et morale de l'histoire, eh ben ça va combattre à main nue, ça va se poursuivre, et ça va être génial. Voilà ce qu'on a au menu de ce film. Roaring Fire, réalisé par Norifumi Suzuki. Norifumi Suzuki, c'est un réalisateur qui est connu pour ses films, on va dire, de série B. Mais attention, quand je dis série B, c'est pas négatif. Au contraire, c'est très positif, parce qu'il y a les maîtres de la série B. C'est-à-dire ceux qui font des films qui n'ont peut-être pas un énorme budget, mais qui vont faire quelque chose de créatif, quelque chose de fou, quelque chose de... Voilà. Donc, on revient un peu sur la dualité chef-d'œuvre, film culte. Donc, c'est-à-dire, ce sont des gens qui visent le film culte et qui ont un savoir-faire très particulier. Norifumi Suzuki, c'est un de ceux-là. On a par exemple pu voir un de ses films qui s'appelle Shaolin Karaté chez nous, donc qui est le biopic très faux du fondateur du Shorinji Kempo, Shaolin, hein, c'est Shorin, c'est Shaolin prononcé à la japonaise. Voilà, avec donc Shorinji Kempo, un film avec Sonny Shiba et un peu toute sa bande, et je ne vous dis pas ça pour rien, puisque ce film met en vedette Hiroyuki Sanada. Alors Hiroyuki Sanada, maintenant il est connu de tout le monde aux États-Unis, puisque c'est le japonais des films américains. Quand on a besoin d'un japonais dans un film américain, who you gonna call, comme il dirait dans la chanson de Ghostbusters, qui est-ce qu'on appelle? Hiroyuki Sanada. Avant, c'était Ken Watanabe, maintenant c'est Hiroyuki Sanada. Il n'y a pas de place pour plus d'un, mais maintenant c'est Hiroyuki Sanada. Mais Hiroyuki Sanada, c'est un acteur qui a commencé il y a très longtemps. Il était très jeune. Dans ce film, il est très jeune. Sur les territoires francophones, on a eu la chance de le découvrir aussi très jeune dans la série Sankukai, donc ce tokusatsu qui reprenait Star Wars, et ben c'est lui qui faisait Hayato dans Sankukai, rien que ça. Et ensuite, on l'a vu dans plusieurs films américains, avant même qu'ils deviennent à la mode. Hein. Je vous ai parlé de Ken Watanabe parce que Hiroyuki Sanada est, par exemple, dans Le Dernier Samouraï. Pour citer d'autres films qui sont arrivés chez nous et qui ne sont pas d'ailleurs des films d'action ou liés aux arts martiaux et tout ça, c'est lui qui a un des rôles principaux dans le film d'horreur japonais Ring. Voilà, tout simplement. Donc, autant dire que c'est un monsieur qui a une sacrée carrière et qui est hautement respectable, du moins au point de vue d'acteur à l'écran. Le reste, après, ça, je ne sais pas. Hiroyuki Sanada, il est issu, d'une école qu'on appelle la Japan Action Club, qui a été fondée par Sonny Shiba, hein, qui est donc cette école d'arts martiaux, mais d'arts martiaux pour le cinéma, c'est-à-dire ils vont faire de la gymnastique, ils vont apprendre les arts martiaux et tout ça, mais pour être des cascadeurs, des acteurs de cinéma. Et dans ce film, on retrouve d'autres acteurs qu'on a déjà vus dans d'autres films de Norifumi Suzuki, et entre autres de la Jack, dont Sonny Shiba lui-même, qui a un petit rôle, hein, pour vous le dire, sans vous le dire, c'est celui qui fait le ventriloque, hein, à un moment dans le film. Et on a aussi la magnifique Etsuko Shiomi, qui est donc l'actrice qui a fait entre autres les Sister Street Fighter, voilà, qui sont issus de la Jack, sauf Sonny Shiba, qui a fondé la Jack, hein, vous avez bien compris. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ce film? Ce film est un film d'arts martiaux, entre guillemets, dans le sens où on se tape dessus avec des arts martiaux, même si c'est pas un film où le sujet est l'art martial, l'entraînement, la pratique, les écoles traditionnelles, pas du tout. C'est plus un film avec des arts martiaux qui se passe à l'époque contemporaine de la sortie du film 1981.
Et ce film contient beaucoup d'humour, il y a beaucoup de scènes d'humour. Et il mélange parfois aussi les deux un peu en même temps de manière un petit peu particulière. Il y a beaucoup de courses-poursuites urbaines où les méchants vont courir derrière le héros qui lui va essayer de s'échapper, et ce héros va s'échapper en faisant des bonds par-dessus des murs, des trucs et des machins. De nos jours, on appellerait ça du parcours, pour donner une image. Même si, évidemment, dans sa fuite, il va de temps en temps donner quelques coups et continuer sa fuite. Et on a beaucoup de scènes de combat. Est-ce que tout ça, ça vous rappelle quelqu'un? J'ai vu ce film, j'ai fait waouh. Ça ressemble énormément à la formule utilisée par un certain Jackie Chan. Jackie Chan, il est connu pour avoir fait des kung-fu comédies urbaines. Au début, il faisait des kung-fu comédies en costume, et il faut savoir que ce film japonais est sorti une année avant que Jackie Chan se mette à faire des kung-fu comédies urbaines. Je peux vous assurer que Jackie Chan, il a vu ce film. J'en suis sûr et certain. Il l'a vu, mais clairement. Il l'a clairement vu, et il s'en a inspiré pour ses films. Ça me paraît tellement évident que c'est pas possible autrement. Il faut savoir que pendant très longtemps, le cinéma de Hong Kong, auquel fait partie Jackie Chan, s'est beaucoup inspiré du cinéma japonais, parce que le cinéma japonais était en avance techniquement au niveau de la qualité de leurs réalisateurs. Je veux dire, tout le monde connaît des, je sais pas moi, des Kurosawa, des Ozu. Donc voilà, le cinéma de Hong Kong s'en est beaucoup inspiré. Et pour moi, là, on a clairement une inspiration. Alors non pas, on va dire, d'un grand maître de grand cinéma, comme je vous ai dit, mais d'un petit maître avec beaucoup de savoir-faire. Je continue juste vite fait sur l'aspect comique du film, parce que le film, il ose presque tout. C'est un vent d'air frais qui est assez incroyable. Il est ultra divertissant. C'est-à-dire que dans ce film, à un moment donné, le personnage est capturé et on va nous envoyer deux combats l'un après l'autre, presque gratuits, pour le fun. Un contre un boxeur et un contre un type armé avec une arme traditionnelle. Et on va avoir droit à 2 scènes de combat. Et c'est gratuit. À un moment donné, on a de la Nazi-exploitation qui vient. C'est presque gratuit, oui. On aura une dame avec une casquette, une petite tenue et un fouet. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a tout qui se mélange comme ça, allègrement. Et ce qui est fort, c'est que c'est justement pas fait à l'occidental. C'est fait avec une autre sensibilité, qui est la sensibilité japonaise, qui est une sensibilité bien différente sur bien des points, ce qui veut dire qu'ils font des choses qui nous pourraient nous offusquer, mais eux, ben, ça les offusque pas, et des choses que nous on pourrait faire pourraient les offusquer. Donc il faut aussi garder cette distanciation. Et le film est un sacré mélange de tout ça, ce qui ne l'empêche pas d'avoir aussi quelques parties un peu plus dramatiques. Alors c'est pas quand on va pleurer et que c'est le meilleur drame de l'univers, mais qui aide à donner un petit peu corps à cette histoire et au drame qui l'accompagne quand même pour que les personnages aient quand même, on va dire, des raisons valables d'agir et des motivations. Et en fait, le principal du film, il est là, c'est qu'on est dans un film de pur divertissement, premier degré, qui ose, comme je vous ai dit, qui est frais, qui se lâche tranquillement, et je vous avoue que c'est un ovni, d'une certaine manière, ce film. Un ovni, comme on dit, objet filmique non identifié, qui arrive avec fracas pour nous donner ce spectacle haut en couleur. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Pourtant, on peut chercher midi à 14h, puisqu'on a un film qui est quand même plutôt international. Il se passe à Hong Kong, il se passe aux États-Unis, hein, il se passe à Okinawa, certes c'est le Japon, mais il y a plusieurs endroits au Japon où ça se passe, c'est ça ce que je veux dire. Je sais que les Okinawaïens ne se considèrent pas spécialement japonais pour la plupart, mais on a un petit peu toutes ces différentes choses qui fait aussi que le film a une vision un petit peu justement internationale, et c'est peut-être justement le fait que ça se passe entre autres à Hong Kong et tout ça qui a pu inspirer Jackie Chan, et dont certaines scènes où le personnage de Hiroyuki Sanada s'accroche à un panneau publicitaire, on va dire, tu dis waouh, waouh, ah ouais. Rappelons aussi au passage que Hiroyuki Sanada va faire quelques films à Hong Kong, dont l'excellent In the Line of Duty, premier du nom, à savoir Royal Warrior, incroyablissime, ou encore Ninja in the Dragon's Den, aussi incroyablissime, parce que Hiroyuki Sanada, lui aussi, c'est un acteur qui aura tourné dans plein de films, dans plein d'endroits. Parlons un petit peu maintenant des scènes d'action. Alors, c'est la première fois que je vous parle comme ça sur cette chaîne de télévision. Sur ma chaîne YouTube, ils sont au courant. Mais je vais vous parler des scènes d'action d'un point de vue cinéphile, évidemment, mais aussi et surtout d'un point de vue pratiquant de karaté.
troisième dan que je suis, ou que j'étais. Je vous laisse choisir. Le film contient beaucoup de combats à un contre plusieurs et finalement très très peu de duels purs et durs. Ça, c'est une caractéristique générale. Ce qui va inclure quelque chose, c'est que les combats face à un adversaire, je veux dire pour mettre KO un adversaire, doivent être relativement courts. C'est-à-dire on va bloquer, contrer, taper un autre, peut-être retaper le même, et ensuite taper encore un autre. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas passer longtemps avec des échanges complexes. Ça, c'est dû à la topographie des combats, c'est-à-dire qu'ils sont entourés de plein d'adversaires, dans la situation où ils sont, il faut bouger de l'un à l'autre, etc. Il y a, comme je vous ai dit, relativement peu de duels. Il y en a. Hein. On va aller par étapes. Si on compare le cinéma japonais et le cinéma de Hong Kong, au niveau des arts martiaux, il y a une grande différence. Le cinéma de Hong Kong, ce sont généralement des films où les combats durent très longtemps, où les échanges sont complexes. Dans le cinéma de Hong Kong, on aime beaucoup voir des combats à un contre plusieurs et des duels à un contre un. Donc je vous ai dit, ce film a beaucoup de combats à un contre plusieurs et très peu de duels un contre un. Quand le cinéma japonais, je fais des généralités, fait des combats d'arts martiaux à main nue en un contre un, on se rend compte généralement que les chorégraphies sont beaucoup moins bonnes que ce qui se fait à Hong Kong, et que les échanges sont beaucoup plus courts, beaucoup moins complexes, et même les combats en eux-mêmes sont souvent plus courts aussi. Je pense qu'il y a une explication générale à ça, et pour votre culture générale, je vais me permettre de vous raconter une petite histoire. Puisque ce film parle de karaté et qu'il se passe en partie à Okinawa, je vais donc vous raconter un petit truc. Vous n'êtes pas, sans le savoir, que le karaté est okinawaien. Il est né à Okinawa. Okinawa, à une époque, c'était pas japonais, maintenant ça l'est, mais c'est une île qui est sous influence aussi chinoise. Le karaté est un dérivé des arts martiaux chinois du Fukien, entre autres le style de la grue blanche, qui a influencé des styles comme le Uechi-ryu ou le Goju-ryu, par exemple, pour citer deux écoles célèbres. Bref, tout ça pour dire que le kung-fu donc est arrivé à Okinawa. Et d'Okinawa, il a migré vers le Japon. En migrant vers le Japon, le karaté a dû s'adapter et se japaniser, c'est-à-dire qu'ils ont dû prendre la tenue du judo, hein, pour être japonais, justement. Ils ont dû donner des noms japonais à toutes leurs techniques, ils ont dû toutes les nommer, ils ont laissé tomber, évidemment, les noms okinawaïens, et aussi et surtout cacher toute origine chinoise, parce que les japonais à l'époque, vous ne le savez peut-être pas, mais on est dans ce qui précède peu à peu la guerre mondiale, hein, ils sont pas très tolérants par rapport à ce qui nous vient de Chine et tout ça, donc il faut que ce soit japonais, traditionnel, machin truc, bidule, point barre. D'ailleurs, pendant très longtemps, certaines fédérations, et encore actuellement, hélas, hein, on a beau leur expliquer plus que dalle, certaines fédérations de Jiu-Jitsu disent, voilà, il y a le Jiu-Jitsu, l'aïkido c'est des clés, le karaté c'est des coups de poing, et le judo c'est la lutte, mais c'est nous l'art martial original. C'est faux, historiquement c'est faux, point barre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Après, il y a des allers-retours entre les disciplines, etc., mais ça, c'est faux. Bon, voilà, je vous fais des parenthèses dans les parenthèses, si c'est pas incroyable. Lorsque le karaté est arrivé au Japon, il y a aussi une autre chose qui s'est mise en place, ça c'est mon interprétation, le coup qui tue, en un seul coup. Le coup de poing qui enlève la vie et qui fait que le combat dure un seul coup. Alors, allons par étapes. À Okinawa, donc avant d'aller au Japon, il y a en effet, de ce que je me suis entraîné, cette notion du coup de poing parfait. Le coup de poing parfait, c'est moi qui l'appelle comme ça, hein, c'est un coup de poing qui se doit d'être incroyable. C'est-à-dire, il doit être fait techniquement dans la forme externe, mais aussi dans la forme interne. Quels muscles on utilise, etc. pour faire un coup de poing qui soit relâché au niveau du bras, mais qui soit en fait difficile à dévier sur une défense, hein, je ne dis pas que juste dévier, qui soit difficile à dévier, et qui soit puissant et profond. Ça existe à Okinawa. Au Japon, je vous ai dit, ils se sont japonisés. C'est-à-dire qu'au Japon, quel est l'art martial ultime? C'est le travail du sabre. Or, dans le travail du sabre, se prendre un petit coup de sabre, ça tue. Ça peut juste vous laisser handicapé, mais quoi qu'il en soit, ça peut s'infecter, etc. C'est-à-dire, se prendre un petit coup de sabre, c'est pas anodin. On ne se prend pas un coup de sabre comme ça par hasard. Par conséquent, quand le karaté est arrivé au Japon, ils ont repris aussi cette notion de la technique parfaite qui tue en un coup.
Les Japonais, ils sont très là-dedans. Si vous regardez justement le travail au sabre, ils s'entraînent à faire la coupe parfaite. Au judo, compétition de judo, il y a le ippon. Je fais ma projection parfaite, boum, il tombe sur le dos, j'ai gagné le combat. Fin, c'est la projection parfaite. En karaté de compétition, alors les règles ont changé, au début il fallait marquer moins de points, ce qui fait que le coup poum pouvait donner la victoire presque directement. Maintenant, ça dure plus longtemps, mais on a l'assaut, les deux qui sont en train de se battre, et dès qu'il y en a un qui touche l'autre, l'arbitre arrête et donne un point. Il ne laisse pas l'autre contre-attaquer, enchaîner 3 coups, parce qu'on est dans cette idée du coup bien fait, réussi, qui touche et qui est ultra efficace, dans le fantasme en tout cas. Hein, d'accord? Pour ceux qui se posent la question en tant que pratiquant, j'ai jamais croisé, à part peut-être une fois, mais c'est un peu particulier, de profs qui me disaient ça, c'est un coup de poing qui tue en une fois. Oui, on a cette recherche du coup de poing le plus efficace possible, ça c'est sûr, mais je sais que derrière on pouvait en mettre 4. Et d'ailleurs, mon professeur, avec lui, on enchaînait les techniques, on enchaînait les attaques. Hein. Je marque aussi cette différence entre Okinawa et le Japon par rapport aux arts martiaux chinois, qui ont aussi évidemment cette recherche d'efficacité dans leur coup. Hein, mais si vous regardez justement des styles comme, je sais pas moi, par exemple le Wing Chun, pour prendre quelque chose de connu, là aussi on va avoir ces enchaînements de coups de poing, etc., tac, tac, tac. Un peu comme ce que je vous ai dit que faisait mon professeur. Donc, cette vision-là, du coup, qui tue en un coup, c'est une vision japonaise. À partir du moment où on fait des films d'arts martiaux à main nue et non pas au sabre, on va prendre donc les arts martiaux japonais et on va prendre ce qui ressort de ces arts martiaux japonais. Et aussi, ceux qui le font sont des japonais, donc eux-mêmes ont la mentalité de reprendre ce principe-là. Surtout que le genre majeur qu'on pourrait qualifier d'arts martiaux dans le cinéma japonais, ce sont les films de samouraï, et donc avec des combats au sabre, et cette notion de sobriété et de coup qui tue. Je vous rappelle qu'un certain Sergio Leone s'est beaucoup inspiré du cinéma japonais, ce côté longue attente pour ce coup décisif. Alors bien sûr, des fois il y a des échanges, ça dure longtemps, etc. Mais je veux dire, c'est pas, j'enchaîne, je reviens. Généralement, il y a des films qui sont beaucoup plus dans l'action, comme vous pouvez l'imaginer. Mais je parle du classique. Le classique, c'est ça, cette image du coup unique, de cet engagement total et complet du corps dans l'action qui va faire que le combat s'arrête là, maintenant, et avec tout ce qui précède que vous pouvez imaginer, ces regards, ces gens qui savent qui va gagner, qui va perdre dès le premier regard, etc., avant même que l'acier ne se croise. Voilà ce qu'on a souvent dans le cinéma japonais. Dans ce film, on va revenir au film en lui-même, alors, on ressent pas trop ce manque de chorégraphie qu'il y a parfois, parce que justement, ce sont des combats contre plusieurs. Mais, du coup, on va justement avoir des enchaînements courts, papam, papam. D'ailleurs, à un moment donné, il y a un combat au bokken, donc le sabre en bois, hein, et vous voyez que ce qu'il fait, c'est esquiver, frapper, fini, esquiver, frapper, fini. C'est censé être des coups de sabre, donc voilà, hein, ils savent que c'est fini derrière, et puis même un coup de bokken, ça fait mal les bokken, hein, c'est... on les donne vraiment. Donc, tout ça pour dire que on retrouve cette vision, d'ailleurs, même du cercle autour de l'adversaire, hein, contre plusieurs, c'est quelque chose qui vient aussi de ce type de travail-là, où je prends vers un adversaire, je le découpe, je pars vers l'autre, etc. Par exemple, en aïkido, on travaille aussi souvent ce genre de situation, puisque l'aïkido est un travail à main nue issu du travail du sabre. Voilà, comme ça, vous savez. Donc, je me perds un petit peu, mais les arts martiaux, c'est une de mes grandes passions. Dans le cinéma japonais, si globalement les scènes de combat, d'action, mais les scènes de combat à main nue ont des échanges plus courts, c'est peut-être en effet parce qu'il y a un savoir-faire qui est peut-être moins grand qu'à Hong Kong au niveau des chorégraphies, mais c'est aussi parce que le type d'arts martiaux local qu'on essaye de présenter a une saveur un petit peu différente dans ce qu'on essaye de faire. Il n'empêche que ce film n'échappe pas à une règle qui est une règle qu'on voit dans tous les films d'arts martiaux du monde, et je dirais qu'il est peut-être spécialement marqué aussi aux États-Unis, dans les films d'arts martiaux américains. Si je vous dis de penser à arts martiaux, quelles sont pour vous les techniques représentatives, celles qui font que wow, c'est flamboyant, c'est l'art martial. Alors vous allez me sortir sans doute plein de trucs, mais classiquement parlant, c'est les coups de pied à la tête, et on va dire les coups de pied sautés. Regardez tous les trucs de fédération, de karaté, de médaille, de tout ce que vous voulez, la plupart c'est quelqu'un qui fait un coup de pied à la tête. En taekwondo, pareil, c'est parce que c'est là où l'art martial ressort. Quand on fait des techniques de main, tout le monde peut faire des coups de poing, même mal fait, tout ce que vous voulez. On peut tous faire des coups de poing. Un coup de pied à la tête, c'est plus compliqué. Donc, le coup de pied à la tête, le retourner à la tête, tout ça, ça symbolise
la maîtrise de l'art martial d'un point de vue visuel cinématographique. Il n'y a pas ce côté profond, on ne le voit pas au cinéma, ce côté profond, je vous ai dit, du coup de poing bien fait. Donc, on va vous faire comprendre que le gars il tape et qu'il fait mal, mais il faut qu'il y ait des coups de pied à la tête et des sauts. Et ce film représente vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a des enchaînements au point, il y a des adversaires qui vont être finis au point, mais très régulièrement dans la chorégraphie, vous allez voir que le coup qui est un petit peu étincelant, qui vient un petit peu comme une espèce d'étincelle rajouter un peu de charme, c'est le coup de pied à la tête. Vous verrez, il y a beaucoup de coups de pied. D'ailleurs, le premier combat qu'on a dans le film, c'est un type qui se présente comme étant ceinture noire de karaté, et puis il envoie que des coups de pied hauts. Je précise quand même, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que vous avez entendu dire que le coup de pied bas est interdit en karaté. Interdit en compétition. Il y a des écoles de karaté qui n'ont pas de coup de pied au-dessus de la ceinture. Je dis ça, je ne dis rien. Bref, tout ça pour dire que dans le film et dans le type de chorégraphie, on va avoir des points et des coups de pied hauts, parce que les coups de pied hauts, c'est justement ce qui est beau et étincelant. Vous verrez que des coups de pied bas, il n'y en a pas beaucoup, hein, des coups de pied au genou, tout ça, il n'y en a pas tant que ça. Et on retrouve donc ça, comme je vous ai dit aux États-Unis, vous prenez Jean-Claude Van Damme, c'est exactement ça. Hein. Il brille par ses coups de pied hauts, par ses coups de pied retournés sautés. Donc tout ça, on va le retrouver dans le film. Au niveau des techniques de points, là encore une fois, on va pas avoir quelque chose qui soit très profond. Je m'explique. Ça, c'est normal, ça c'est dans tous les films. Hein. Là, je vous parle de cinéma d'arts martiaux de manière générale. On va avoir beaucoup de techniques circulaires, de grosses techniques. Parce que, en fait, les techniques courtes, directes, c'est pas très lisible pour le spectateur qui n'y connaît rien. En boxe, un crochet, c'est court. Là, ici, on fera des grands crochets pour que ça se voit, pour que ça puisse être bloqué, contré, etc. Donc, on est dans ce cliché, même à Hong Kong, hein, vous verrez, les coups sont super circulaires et tout le temps. Donc, on a des coups circulaires de poing, et tout d'un coup, des coups de pied qui sont souvent, eux aussi, circulaires, etc. Donc, avec ça, vous avez déjà une lisibilité des scènes de combat, et vous verrez qu'il y a très peu de techniques subtiles, que ce soit des clés ou des choses comme ça, il y en a, hein, mais il y a ce genre de technique. Mais très peu de trucs subtils. Si vous vous souvenez, le MMA, il y a quelques années encore, les spectateurs dans la salle, ils aimaient pas quand c'était du combat au sol, parce qu'ils comprenaient pas trop. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'ils soient debout et qu'ils se tapent dessus. Au sol, ils comprenaient plus trop quand ça allait chercher le doigt pour faire une clé, le truc, le machin. Ça, ils appréciaient pas trop. Et le spectateur doit comprendre ce qu'il voit à l'écran sans réfléchir, parce qu'on est là pour du divertissement. Bien qu'on fasse des arts martiaux à l'écran, ce que l'on voit à l'écran ne sont pas des arts martiaux traditionnels, ni okinawaïens, ni japonais, ni chinois, ni quoi que ce soit. Nous sommes dans une représentation graphique d'arts martiaux à l'écran pour le divertissement. On est beaucoup plus proche d'une démonstration athlétique qui se doit justement d'avoir des coups de pied hauts, des sauts, etc., que réellement d'avoir un côté sobre et direct de l'art martial, ce qui d'ailleurs pose souvent problème quand, ça je l'ai vu de mes propres yeux, hein, quand les gens vont voir certaines démonstrations, puis il y a des maîtres qui font quelque chose de traditionnel, et ils sont là, ils disent, mais c'est nul, le gars il fait rien. Oui, mais c'est parce qu'il fait pas des coups de pied sautés. Voilà, tout simplement, il y a une différence entre l'aspect athlétique et l'aspect, on va dire, traditionnel, efficacité. Et si je vous dis tout ça, en regardant le film, vous comprendrez, hein, vous le verrez clairement. Mais, pour ce film, Roaring Fire, je tiens quand même à insister sur le fait que, là où dans d'autres films, parfois, la chorégraphie pas très recherchée, ou moins recherchée qu'à Hong Kong, si on est fan de cinéma de Hong Kong comme moi, se ressent, dans ce film, très peu, parce que justement, il y a très peu de duels, et il y a beaucoup de combats contre plusieurs, et avec cet aller-retour que je vous ai expliqué, vous voyez, taper l'un, taper l'autre, qui fait que le film est ultra dynamique dans ces scènes de combat, et même cet aspect combat moins développé, qui pourrait gêner certains fans de type de combat, je pense qu'ici, ils ne seront pas gênés, parce que moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai pas été gêné. Donc, je pense que ça peut énormément parler. Si on tient compte du fait que le film est une espèce de pré-Jackie Chan de l'âge d'or, par excellence, et que le film est très fun, et qu'il y va, je ne peux que vous recommander de regarder, évidemment, ce Roaring Fire qui est sorti chez Roboto Film. Voilà, vous pouvez le trouver. Et voilà, tout simplement. Avec ce que je vous ai dit, vous avez de quoi prendre du plaisir avec le film, j'espère, et en plus avoir une vision un petit peu plus profonde de l'art martial technique tel qu'il est présenté.